Boker Tov à tous, donc Daf Tet Vav aujourd'hui, Masechet Shabbat Perek Rishon. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page, la deuxième ligne. Goufa. Donc nous reprenons un enseignement déjà qu'on a vu précédemment. Amar Rabbi Yehuda bar Shmuel, Yud Het Gazru ou Yud Het Nihleku. Donc on a vu précédemment que Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel que les élèves de Bet Shammai, de Shammai, les élèves de Hillel, donc, ont institué 18 xérot, 18 décrets, et sur ces 18, là, ils étaient en discussion, en machloket. Et Voatania dit pourtant, on voit qu'il y a une baraïta qui dit Hushvu, ils étaient d'accord. Bo bayom nechleku mahar Hushvu. Il dit en vérité, donc la veille, ils étaient effectivement, le jour même, ils étaient en discussion. Et comme les élèves de Bet Shammai étaient plus nombreux, donc là, l'Alakha a suivi l'opinion de Bet Shammai, ou le Mahar, et le lendemain, Hushvu, les élèves de Bet Hillel, d'accord, se sont mis d'accord et ont été d'accord avec l'enseignement de Bet Shammai. Goufa, donc on revient à l'enseignement également, Amar Avuna, Be-Shlosha Mekomot, Nechleku Shammai Vehillel. Donc on a 3 endroits, on a dit, où il y a une discussion entre Shammai et Hillel. Shammai Omer, Mikav, Hala, Vehillel Omer Mikabbaim. Donc le premier enseignement parmi les 3, on voit que Shammai dit concernant le prélèvement de la chala c'est donc un prélèvement que l'on fait sur la pâte qui revenait normalement au Kohanim, et pour prélever cette chala, pour être hayab de la chala, il faut qu'il y ait un certain nombre, un volume certain de farine. Selon l'opinion de Bet Shammai, Mikav, à partir d'un volume de kav, cela correspond à peu près à 24 betsim, le volume de 24 œufs. Donc, si cette farine a ce volume-là, à ce moment-là, on a l'obligation de prélever la chala sur cette farine, sur cette pâte. Ve'ilel Omer, Hillel, en revanche, dit Mikabaim, il faut qu'il y ait 2 fois ce volume, c'est-à-dire 48 œufs. Bachachamim Omri, Bachachamim disent, lo qui dit brisé, lo qui dit brisé, l'opinion ne suit ni l'un ni l'autre, et là, kav ou mechetza. Mais il faut un kav et demi. Donc ça veut dire qu'on va rajouter à ces 24, 12 œufs, ça fait en tout 36 œufs. Le volume de 36 œufs. Bahala, donc Bahala. Donc à partir du moment où on a donc changé les midot, les mesures, il y a ce qu'on appelle une différence entre les mesures qui étaient, surtout la mesure de l'œuf à la base qui était dans le désert, où la mesure était beaucoup plus importante que les œufs que nous avons après actuellement, qu'il y a eu actuellement à Tzipori. Donc il y a eu un changement, une rectification, on va dire, une réévaluation des mesures. Et à partir de ces moments-là, Amrou, on dit, si on a 5 quarts de l'og du kémar de farine, à ce moment-là, on a l'obligation de prélever la chala. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Hamisha Pturin, Hamisha Ve'od Hayavim. Le Rabbi Yossé, il pense que s'il y a 5 quarts uniquement, à ce moment-là, la chala est dispensée, la pâte, pardon, est dispensée de chala. En revanche, s'il y a 5 quarts, Ve'od et un petit peu plus, à ce moment-là, Hayavim, la pâte est soumise au din de la chala, du prélèvement que l'on donnait au Kohen. Ve'idar, donc quel est le deuxième enseignement où il y avait une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai? Hillel, Homer, Melohin, Mayin, Shehovin, Poslin et Amikve. Donc, il considère que Melohin, Mayin, donc un mikve est constitué essentiellement d'eau non puisée, d'eau de pluie. Et le volume d'un mikve pour qu'il soit kasher, c'est 40 CA, 40 CA. Donc, un petit peu moins que 800 litres d'eau. Si maintenant nous remplissons ce mikve et qu'il manque un certain nombre de litres pour arriver effectivement à ces 40 CA, si nous rajoutons à ce moment-là de l'eau puisée va donc rendre le mikvé dans sa totalité inapte, non kasher. Alors maintenant on discute sur cette quantité d'eau, éventuellement d'eau puisée, qui pourrait rendre le mikvé non kasher. Selon Hillel, Melohin, d'accord, si on a complété avec hin, c'est une mesure d'eau, chez Ovim, puisée, Poslin het amigvé, cela rend le mikvé pasoul, on ne peut pas l'utiliser. Chez Chayav, Adam, Lomar, Bishon, Rabbo. Il dit pour quelle raison Hillel a utilisé cette expression hin, cette mesure-là, qui est une expression que l'on trouve dans la Torah.
Il dit parce que chez Hayav Adam, pour nous enseigner que l'homme a l'obligation de rapporter exactement les propos de ses maîtres et de son maître. Donc comme le propos qui était utilisé par Shmaya Bartanion, qui était les maîtres de Hillel, était le mot hin utilisé dans la Torah, à ce moment-là, il a rapporté par rapport à cette mesure-là. Shammai Omer, en revanche, Shammai dit Tish'a Kabin, eux considèrent qu'à partir de Tish'a Kabin, le rajout d'eau puisée rend inapte le mikvé. Tandis que les Chachamim disent Lo kedivrézé, velo kedivrézé, ni comme l'un ni comme l'autre, al-shibahu bet gardim mishar ha-ashpa, jusqu'à que viennent deux tisserands de la porte mishar ha-ashpa, à Yerushalayim. Donc c'est comme certains Chachamim expliquent, certains Mefarshim expliquent, qu'ici on a deux métiers qui ne sont pas extraordinaires, qui ne sont pas de valeur. On a une porte, ha-ashpa c'est la poubelle, qui n'est pas également de valeur, à Yerushalayim, et donc pour nous enseigner que quels que soient les enseignements, même de personnes qui sont basses, etc., socialement, il faut toujours tenir compte de cela. Donc ici, on a ce témoignage de ces deux gardiens. Ils ont témoigné, Mishum Shmaya ve'Hatanion, au nom de Shmaya ve'Hatanion, qui étaient les maîtres de Hillel. D'accord, chez Shlosha, Lugin, Maïm, Sheuvim, Poslin et Tamigve, qu'il suffit qu'il y ait 3 logs d'eau puisée pour rendre inapte le mikvé. Vekaim ou Chachamim, et les Chachamim ont fixé Het Divrehem. Ils ont fixé la halakha selon leurs propos, c'est-à-dire pour rendre pas sous la mikvé, s'il manque 3 logs d'eau et qu'on rajoute 3 logs d'eau puisée, à ce moment-là, le mikvé est pas sous. Ve'idar, ça c'est la deuxième. Donc maintenant le troisième endroit où ils étaient en discussion, Shammai Omer Kol Hannashim Dayan Sha'atan, Ve'hillel Omer Mi Pekida li Pekida. Donc ici le sujet principal est la notion d'une femme qui est nida. À partir du moment où une femme est nida, elle est considérée comme tmea. Et donc à l'époque du Beth Amikdash, si cette femme-là avait touché des aliments, avait touché certaines choses, à ce moment-là, elle pouvait rendre impure tout ce qu'elle avait touché précédemment, au moment où elle était nida, où elle avait ses règles. Maintenant, il y a une discussion. Shamash considère que Kol Hannashim Dayan Sha'atan. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle voit l'écoulement, c'est à ce moment-là qu'elle est considérée comme impure, et tout ce qu'elle a pu toucher auparavant n'a pas de statut de tamé, d'impur. On considère qu'elle rend impure à partir du moment où elle voit. Tandis que Hillel Omer, mi Pekida li Pekida. Hillel considère qu'à partir du moment où elle a fait une vérification, cette vérification-là rend impur tout ce qu'elle a touché depuis. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude, plusieurs fois, dans plusieurs jours dans la semaine ou dans le mois, de faire des vérifications. Donc cette vérification, si elle a fait une vérification et que celle-ci était pure, et qu'elle a attendu quelques jours, elle a fait une deuxième vérification, et donc elle voit qu'à ce moment-là, elle a un écoulement de sang et qu'elle est impure, à ce moment-là, on va considérer que depuis la première vérification, Misafek, dans le doute, on va rendre impur tout ce qu'elle a pu toucher entre les deux vérifications. Ça, c'est l'opinion de Hillel. Va filou les yamim arbe, même si effectivement entre les deux vérifications, un certain nombre de jours se sont passés. Va chachamim omrim, tandis que les chachamim disent lo qui divreze, velo qui divreze, l'opinion ne va ni suivant Shammai ni suivant Hillel. Et là, me'et le'et, mais la référence qui est prise par les chachamim, c'est me'et le'et, c'est-à-dire 24 heures. Mais ma'et alidé mi pekida bekidida, on va voir que ces 24 heures-là, ce temps-là de base, peut être réduit par une vérification. Ça veut dire que si dans les 24 heures, avant que les 24 heures s'écoulent, elle avait fait une première vérification, d'accord, et qu'elle fait une deuxième vérification et qu'elle voit à ce moment-là du sang, à ce moment-là, on tiendra compte de la vérification et pas des 24 heures. Donc ça veut dire qu'elle va rendre impure dans un temps moins que 24 heures, ce qu'elle aurait pu toucher entre-temps. Ou mi pekida li pekida, mais ma'et alidé, ma'et le'et, et également inversement, d'une vérification à une autre, ce temps-là peut être réduit à 24 heures. Ça veut dire que si elle a fait une vérification lundi et qu'elle voit un écoulement mercredi, donc à ce moment-là, on ne tiendra pas compte de ce qu'elle aurait pu toucher du lundi, mardi. On va considérer ici, uniquement, on va prendre un temps de 24 heures et tout ce qu'elle a retouché dans les 24 heures sera considéré comme impur. Mais tous les cas, elle pose la question, il n'y a pas d'autres objets de discussion, uniquement 3. Behaïka, Hillel, Omer, et voici qu'il y a une discussion. Hillel, Omer dit, l'ismor. On parle ici de korbanot pendant Yom Tov.
il y a une machloket. Quelqu'un qui apporte un korban devait faire une smicha, ça veut dire il devait imposer ses mains sur la tête du korban, de l'animal, et appuyer très fort. Donc il y a une discussion, est-ce que cette pratique-là peut se faire Yom Tov, sachant qu'on n'a pas le droit Yom Tov de charger un animal, et donc le fait d'appuyer sur sa tête représenterait, on va dire, un chargement sur l'animal, et donc ce serait un travail interdit pendant Yom Tov. Et maintenant, il y a une marloquette concernant Hillel et Shammai. Hillel considère l'ismor qu'on peut appuyer sur l'animal, hein, c'est une pratique pour pouvoir apporter le korban, tandis que Shammai, Omer, Shelo l'ismor, eux, ils disent non, on n'a pas le droit de s'appuyer. Donc on voit qu'il y a une discussion entre eux. Donc Ravuna, lorsqu'il a apporté, il dit qu'il y a uniquement 3 enseignements. Il n'a pas apporté les enseignements sur lesquels les Chachamim, bien auparavant, avant Hillel et Shammai, eux-mêmes étaient en discussion. Donc comme cette discussion-là de smicha sur la tête de l'animal, avant de l'apporter en sacrifice, était une discussion Chachamim avant bien même que Hillel et Shammai ne discutent, donc ça ne fait pas partie des 3. On rapporte un autre enseignement où Shammai et Hillel semblent être en désaccord. Si quelqu'un vendange pour amener cela au pressoir. Shammai Omer, Shammai dit, Urshar, Hillel Omer Urshar. Donc on a vu précédemment qu'un produit, pour qu'il puisse être Mekabel Toum'a, pour recevoir la Toum'a, il fallait qu'il soit d'accord humidifié, qu'il soit en contact avec de l'eau, et que cette eau-là qui soit venue sur ses fruits soit de la volonté du Baal du propriétaire. À ce moment-là, cette eau-là peut être conductrice d'impureté. Mais si cette eau est venue d'une manière involontaire, sans qu'il y ait la volonté du Baal, du propriétaire, de l'homme, à ce moment-là, cette eau n'a pas le pouvoir de conduire l'impureté. Donc ici, la discussion est comme cela. Quand on vendange, effectivement, on prend ces raisins. En prenant ces raisins-là, on voit qu'ils vont dégager du jus et que ce jus-là va humidifier l'ensemble des raisins. Alors il y a une discussion. Shammai dit, Urshar, cette eau-là, et ce jus-là est un jus qui peut transmettre l'impureté au raisin. Tandis que Hillel, l'Urshar, lui, considère que non. Étant donné que ce jus-là va être parti l'iboud, il peut, on va dire, être considéré comme quelque chose qui va se perdre. Donc il n'y a pas d'intention au niveau du propriétaire de récupérer ce jus-là. Bar mine deha'i dehatam kashatikle Hillel et Shammai. Il dit non, effectivement, à part ce point-là, cette raison-là, on n'a pas mentionné également, même si effectivement il y a une marloquette entre Shammai et Hillel, on n'a pas mentionné dans les 3 cas, pourquoi Kashatik, les Hillel et Shammai. Parce qu'on va voir que Hillel va effectivement rejoindre l'opinion de Shammai et va être d'accord avec lui. On continue, Yosef ben Yoezer, Ish Seredav, Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim, Gazru Tum'a al Eretz Ha'amim, Ve'al Keles Chuchit. Donc on a vu précédemment que Yosef ben Yoezer, homme de Sereda, et Yosef ben Yohanan, fils de Yohanan, Ish Yerushalayim, homme de Yerushalayim, Gazru ont fait un décret, Tum'a al Eretz Ha'amim. Ils ont décrété qu'il y avait une impureté, d'accord, sur la terre des nations de Chutz La'aretz, en dehors des Resrel. Bien Kélis Rochit également, qui a une Tum'a sur Kélis Rochit, sur les ustensiles en verre. Il dit Ve'a Rabbanan Dishmonim Shana Gazur. Il dit comment peut-on dire que c'est Yosef ben Yoezer et Yosef ben Yohanan qui ont décrété cela? Il dit voici que les Chachamim Dishmonim Shana de 80 ans, on parle de 80 ans avant Khurban Abbaïd, avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, Gazur, on trouve qu'eux ont déjà institué cela. De Amar Rav Kahana, comme Rav Kahana enseigné, a dit que Sheikh Rabbi Ishmael, lorsque Rabbi Ishmael est tombé malade, Rabbi aussi, le fils de Rabbi aussi, Shalchoulo, Rabbi, ils lui ont envoyé dire, ils sont allés visiter, ils lui ont dit, Rabbi, Emor lanu, Shnaim ou Shlosha Dvarim, She Amarta Mishum Havicha. Dis-nous, enseigne-nous, apporte-nous 1 ou 2 enseignements, au nom de ton père. Shalach Lachem, il leur a enseigné, il leur a dit, Car Amar Abba, ainsi a dit mon père, Me'al Ushmonim Shana, 180 ans, Ad Shelo Harab Habbayit, donc avant que le Beth Amikdash ne soit détruit, Pashta Malchut Arsha'a al Israël, s'est étendue donc la royauté impie qui était celle de Rome sur Israël. Shmonim Shana Ad Shelo Harab Habbayit, 80 ans avant que le Beth Amikdash ne soit détruit, Gazru Tum'a al Eretz Ha'amim. Ces sages-là ont décrété, d'accord, une impureté sur la terre des nations. Ve'al kelis chuchit et sur des ustensiles en verre. Arba'im shana ad shelo harav habayit,
40 ans avant que le Beth Amikdash ne soit détruit, quel était la Sanhedrin, le Sanhedrin qui était Belishkat Agazit, dans la salle des pierres taillées qui était dans le Beth Amikdash, d'accord, a été donc exilé. Beyashva la Bahanuyot, il s'est installé dans un endroit qui s'appelait Hanuyot. Entre parenthèses, les Maï il Kheta, il dit pour quelle raison la Gemara dit on a besoin d'enseigner cette dernière partie, pourquoi on a besoin de préciser que le Sanhedrin s'est déplacé. Amar bi Yitzhak, 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Amar bi Yitzhak bar Havdimi, l'Omar pour t'enseigner, chez l'Odanu dine Knasot, pour nous dire que par ce transfert-là, ce déplacement, il ne jugeait plus dine Knasot, c'est-à-dire les lois concernant les amendes. Comme par exemple quelqu'un qui a volé, à partir du moment où il a volé, normalement le Beddin le condamne non seulement à rembourser ce qu'il a volé ou à rendre ce qu'il a volé, mais en plus il doit payer le double. Ça c'est un knas, c'est une amende. Et on voit qu'il ne proférait plus à ce moment-là des amendes. Dîner knasot sarkad et atar, est-ce que tu penses que parce qu'ils se sont déplacés, ils ne pouvaient plus sanctionner, apporter des amendes? Et là, Emma, je te dirais, chez l'Odanu dîner nefashot, qu'ils ne pouvaient plus à ce moment-là juger des affaires criminelles. Veritema, nous revenons à notre question maintenant. Donc on voit ici que ce sont les Chachamim du Shmonim Shana, qui étaient déjà 80 ans avant la destruction du Beth Amikdash, qui ont fait cette institution sur la terre de Chutz La'aretz, c'est sur les srourit et sur les ustensiles en verre. Alors comment on a pu dire que c'est Yosef ben Yoézer ou Yosef ben Yochanan? Veritema, si maintenant tu vas me dire Bishmonim Shana Namihin ou Havu, on va dire que également ces deux personnages, Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, étaient donc à l'époque de ces Chachamim là qu'ils ont institué avec eux. Il dit Vatanya, voici qu'il y a une baraïta qui dit Hillel bishimon, Gamliel bishimon, Nahagu nisuatan, Habayit mea shana. On dit que Hillel, bishimon, son fils de Gamliel, Nahagu, eux étaient tous nassis, tous princes d'Israël, et que Hillel a commencé sa nessivout, mea shana, 100 années avant la destruction du Beth Amikdash. Veilou Yosef ben Yoézer, Ishtereda Yosef ben Yochanan, Havu Kadme Tuva. Et on sait dans la Sechet Brachot que Yosef ben Yoézer, homme de Sereda, et Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, homme de Yerushalayim, eux étaient Kadme Tuva. Ils étaient bien avant Hillel, donc ils étaient bien avant les 100 années, avant la destruction du Beth Amikdash. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient avec ceux qui ont institué 80 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Et là, donc pour concilier un petit peu tout cela, on nous dit Atou in ou Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan sont venus Kazour, ils ont fait la Gzera Hagusha l'Isrof, la Gzera suivante. Hagusha, si la Trouma maintenant vient à toucher Gusha, c'est-à-dire une partie de la terre de Chutz La'aretz, l'Isrof, à ce moment-là, cette Trouma-là est considérée comme Tmea, comme impure, et on doit la brûler. Veha Avira, Veloklum, en revanche, une Trouma qui viendrait à rentrer dans l'espace de Chutz La'aretz, en dehors des restes d'Israël, Veloklum, cela ne rend pas la Trouma impure. Veatou Rabbanan, ils sont venus les Chachamim d'Ishmonim Shana de 80 années avant la destruction du Beth Amikdash, eux, ils ont continué, on va dire, le décret, Gazur Ha'avira Litlot. Eux, ils sont allés un peu plus loin et ils ont rendu même l'espace de Chutz La'aretz Litlot. Ça veut dire qu'à ce moment-là, à partir du moment où cette Trouma a pénétré dans l'espace, elle a un statut de Safek, est-ce qu'on la considère comme Tmea ou pas, comme impure ou pas. Et donc dans le Safek, Litlot, on l'a laissé en suspens, c'est-à-dire on l'a laissé, on ne la brûlait pas, parce qu'on craignait que peut-être effectivement elle était pure, et donc on n'a pas le droit de la brûler, mais on pouvait la considérer comme impure, et donc dans ce Safek-là, on l'a laissé pourrir toute seule. Les Memra de Hada Gezerata Hava Lisrefa. Donc si on dit comme cela, ça veut dire que la Gzera, depuis le début, était l'Isrefa. Ça veut dire qu'on avait décrété au début par Yosef ben Yochanan et Yosef ben Yoézer de brûler la Trouma si elle avait touché effectivement de la terre de Chutz La'aretz. Il dit, Veha Amar, voilà pourtant, il va enseigner la chose suivante. Yadaim Tchilat Gzeratan l'Isrefa. Donc on a vu précisément effectivement que dans la Gzera, le décret concernant Yadaim, où on dit que les mains donc transmettent l'impureté, et donc il fallait faire Nitiadaim avant de toucher la Trouma. On dit que si maintenant ces mains ont touché la Trouma, la Gzera dès son début, c'est quoi la conséquence? Qu'on devait brûler la Trouma. Et là-bas on précise Yadaim ou de Hathalat Gzeratan Nisrefa. Hamide Harina Lo.
on précise que quel était ce décret. Ce décret ne concernait uniquement que les mains. Donc on voit d'ici que quoi, que le début de la Xéra ne concerne que les mains. Mais pour d'autres cas, comme le cas de cette terre de Khous Laaretz, on ne peut pas dire que dès le début, les Khaïm ont été sévères pour rendre cette trouma-là impure complètement et donc la bouler. Et là, à tout, donc on va réconcilier la chose. Et là, à tout, Han Inhu, Gazur, Hagusha, Litlot. Il dit non, en vérité, Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yohanan, eux sont venus, ils ont fait la Xéra, Hagusha, sur la terre qui aurait touché de la trouma, Litlot, de considérer cette trouma, de la mettre en suspens, de la laisser pourrir, de ne pas la brûler. Veha Avira, Veloklum. En revanche, si elle rentrait dans l'espace, cela n'avait aucune conséquence. Ils sont venus les Chachamim d'Ishmonim Shana de 80 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Gazour, eux, ils ont fait une Xéra, ils ont continué cette Xéra, ils ont précisé. Hagusha l'Isrof, donc il dit, eux, ils ont été beaucoup plus sévères. Ils ont dit, si maintenant ça touche effectivement, cette trouma touche de la terre, de Khutz Laaretz, à ce moment-là, l'Isrof, on devra la brûler. Veha Avira, Litlot, et si elle rentre dans l'espace, à ce moment-là, on la laissera pourrir. Donc on voit qu'il y a eu une évolution dans la Xéra. La Xéra est partie de Yosef ben Yoézer et de Yosef ben Yohanan, mais elle n'est pas partie directement avec une sévérité extrême en considérant que cette trouma-là était impure totalement et donc devait être brûlée. Ça est venu 80 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Be'aketi, Be'usha Gazour, on pose de nouveau une question, on dit mais en vérité, cette Xéra-là a été prononcée Ha'usha, ça veut dire bien longtemps après la destruction du Beth Amikdash. Donc, comment on a pu dire précédemment que cette Xéra dépend depuis Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yohanan et des Chachamim d'Ishmonim Shana? Dites-nous, d'où on apprend cela, que c'est Be'usha qu'on a institué? Il y a une Mishnah qui dit Al Jas Fekot Sorfin et Atruma. Il y a donc six situations de doute où, à l'issue de cela, Sorfin et Atruma, on brûle la Teruma. On va les citer. Al Sefek Bet Aperas. Donc, si on a un doute de Bet Aperas, c'est un champ dans lequel là-bas un corps a été perdu, il a été éparpillé, donc on l'a labouré, et donc à ce moment-là, on a un safek, est-ce que ce champ-là, si on passe avec la touma, on a un safek, est-ce que elle est rentrée en contact avec une touma ou pas? Le safek n'est pas au niveau de Maga, elle a touché la terre, mais on a un safek de savoir est-ce qu'on peut supposer qu'il y avait là-bas un corps et que c'était tamé. Donc dans ce cas-là, on brûle la trouma. Ve'al sefek afar haba me'eretz ha'amim. Donc le deuxième doute, si maintenant on a un safek sur la terre qui est venu me'eretz ha'amim des autres nations de Khutz Laaretz. Ve'al sefek bideh ha'ma'aretz. Également un safek sur les habits, si elle a touché les habits donc de ha'ma'aretz, d'un ignorant. On ne sait pas si ces habits-là ont été en contact, son épouse s'est assis dessus ou pas, donc elle a transmis une certaine touma, et donc on a un safek sur la touma de ses habits. Si la touma a touché ses habits, à ce moment-là, on devait la brûler. Mais elle s'est fait kelim anim sa'im, également sur des objets qu'on aurait trouvés, on a une incertitude sur les objets, est-ce qu'ils sont purs ou pas, et donc si la touma a touché, on devait la brûler. Mais elle s'est fait harukin, également si la touma touche, harukin, c'est un crachat. Donc on a un safek, est-ce que ce crachat est venu d'un zav ou d'une zava, etc. Ve'al sefek meraglé hadam shekeneged meraglé behema. Également on a un safek si cette trouma a touché des urines humaines qui se retrouvent à côté d'urines d'animaux. À partir de ce moment-là, on ne sait pas si elle a touché les urines humaines ou pas. On ne sait pas distinguer les deux. Si c'est des animaux, normalement c'est tahor. Si c'est humain, à ce moment-là, ça peut être tamé. Donc on dit al-vadai mega'an safek tum'atan sorfin hatateruma. Donc il dit, on voit ici, la certitude est quoi? C'est que cette trouma a touché un des 6 éléments. En revanche, là où il y a le safek, c'est sur la touma de ces éléments-là. Et on voit que la conséquence, c'est quoi? Sorfin hatateruma. On brûle la terouma. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, donc on voit ici que parmi ces 6, il y a effectivement, Aousha, la Xéra, l'institution de safek, Afar, Abba, Me'eretz, Ha'amim. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui a été institué bien avant, c'est Usha qui a institué ça. Rabbi Yossé Omer, Af hal safek maga'an. Donc on précise, avant de répondre à la question, toujours Rabbi Yossé il pense même al safek maga'an, il dit même si on a un doute sur le fait qu'elle soit rentrée en contact. Si ce doute-là, il est Bereshut Yahid dans un domaine privé,
on a un doute, est-ce que la trouma a touché un de ces éléments dans un reshut ayahid, dans un domaine privé? Sorfin, à ce moment-là, on doit brûler. Parce qu'on a un principe que dans le reshut ayahid, si on a un safek sur une trouma, on considère qu'il est tamé. On apprend ça de la sota. Les Chachamim disent non, bereshut ayahid tolin. Si on a un doute sur bereshut ayahid, dans le domaine privé, à ce moment-là, tolin, on laisse cette trouma pourrir. Bereshut arbim, en revanche, si on a un safek dans le domaine public, tehorin, on considère que cette trouma elle est pure. Ve'amar Oula, donc Oula il dit Elu shisha sfekok beusha hitkinu elahatou, donc il dit effectivement ces 7 sfekot là ont été institués à Usha. Et là, maintenant, comment concilier tout ce qu'on a vu précédemment? Il dit voilà, il y a eu donc 3 étapes dans l'institution de cette xéra, de ce décret-là. Et là, Atou Hin'u sont venus d'abord Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yohanan. Gazur Hadgusha, ils ont institué la chose suivante. Ils ont dit, la trouma qui viendrait à toucher à Gusha une partie de terre de Chutz La'aretz, Litlot. À ce moment-là, cette trouma sera mise en suspens et on la laissera pourrir. Beha Avira Beloklum. En revanche, si elle est rentrée dans l'espace de Chutz La'aretz, en dehors des restes d'Israël, Beloklum, il n'y a aucune incidence. Beatou Rabbanan. Donc sont venus après les Chachamim d'Ishmonim Shana, les Chachamim de 80 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Eux, Gazour, il dit Litlot. Eux, ils ont fait une xéra, ils ont dit non, que ce soit dans un cas ou que ce soit dans l'autre, que qu'il ait touché la terre ou qu'il ait touché, qu'il soit rentré dans l'espace, Litlot. On fait toujours dépendre la trouma et on la laisse pourrir. Beatou Beusha. Lorsque donc ils sont venus les Chachamim de Usha, eux, Gazour, ils ont fait la xéra à Gusha. Si la trouma a touché Gusha, c'est-à-dire une partie de terre de Chutz La'aretz, l'isrof, à ce moment-là, on devra brûler la trouma. Veha Avira, et la Avira, si elle est rentrée dans l'espace, qui est Kahe, ils ont laissé comme c'était, c'est-à-dire qu'on fait dépendre, on laisse la trouma comme ça pourrir. On revient donc à la deuxième xéra. On avait dit qu'Elis Rochit, on a dit qu'ils ont fait une xéra, ils ont décrété que l'Elis Rochit, il y avait une toum'a sur les ustensiles en verre. Pour quelle raison les Chachamim ont décrété sur les Elis Rochit une toum'a, une impureté? Amar Biochanan, Amar Bishlakish, Rabbi Yochanan a dit on aura Bishlakish, Ho'il, Uthilat Briyatan Minahol. Il dit pourquoi? Parce que comment est fabriqué le verre? Il dit on fabrique le verre avec du sable. Donc il dit, puisque le début de leur création, on utilise du sable, Shavin ou Rabbanan Kikli Heres. Les Chachamim donc ont considéré que Kelis Chourid, c'est comme Keli Heres, c'est comme des ustensiles en terre. Et on sait que les ustensiles en terre peuvent être mekabel et peuvent recevoir la Touma. Il dit, la Me'ata, l'Otehe la Henta Ara de Migve. Il dit, si vraiment c'était considéré comme des Keli en Heres, c'est-à-dire des Keli en terre. À ce moment-là, on sait que pour purifier un Keli en terre qui serait devenu tamé, le seul moyen, c'est de le briser. On doit le briser, on doit le casser. On ne peut pas le tremper au mikvé pour le purifier. Il dit alors, mais si vraiment on considérait que le tzrochit comme c'est Kéli en terre, il dit voilà, on a un enseignement. Allah maintenant dit, pour quelle raison on nous a enseigné la chose suivante. Ve'elu chotzetsin bichli hazefet ve'hamor bichli tzrochit. Il dit voici les choses qui sont considérées comme chatzitza, c'est comme élément, on va dire, qui vient s'interposer entre l'eau et le kéli. Vous savez, quand on trempe le kéli dans un mikvé, on parle uniquement pour la tahara d'un kéli, hein, pas pour les kélis qu'on achète d'un non-juif, qu'on doit tremper au mikvé. Donc pour la tahara, pour la pureté de kéli qui serait impur, il faut que l'objet puisse s'immerger totalement dans l'eau et qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient s'interposent entre le kéli, l'objet et l'eau. Il dit maintenant, s'il y a zéphet ou mort, donc zéphet c'est un genre de goudron, mort c'est un genre de plante, c'est-à-dire quelque chose qui colle à l'objet, qui n'est pas facile à enlever. À ce moment-là, on considère que ces deux éléments-là sont des éléments perturbateurs dans la purification des kélis rouchit, des ustensiles en verre. Donc on voit que si on dit cela dans la Mishnah, ça veut dire qu'il y a une possibilité de purifier le kélis rouchit, donc ils n'ont pas le même statut que kéli cheres, que des ustensiles en terre. Il y a Rabbi Askinan, et de quoi on parle ici? Kegon, Shenikvu, Vehitif, le Tochan, et verre. On parle dans un cas où le kéli rouchit, le kéli en verre, a été troué, donc il a perdu sa fonction d'ustensile, et donc on a bouché le trou avec du plomb. Et il dit, on a une marloquette ici. Rabbi Meir, et ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. De Amar,
Rabbi Meir pense, Hakol holer ahar ha-ma'amid. On suit le statut du Kéli, prend le ma'amid, c'est-à-dire le verre en verre qui est troué, perd sa fonction, puisqu'il ne peut plus mettre d'eau dedans, il risque de couler. Donc il perd sa fonction de verre. À partir du moment où on bouche avec du plomb, à ce moment-là, on redonne la fonction de verre au verre, et à ce moment-là, qu'est-ce qui donne la fonction? C'est le plomb. Donc à ce moment-là, on considère que la totalité du verre est considérée comme du plomb, comme un métal. Et donc c'est pour ça qu'on considère qu'ici on peut le purifier s'il est devenu tamé. Mais ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, qui dit Kol holer achar ma'amid. Tout va selon l'élément qui reconstitue l'élément de base. Détania, comme il y a une baraïta qui dit Kelis chouchit, des ustensiles en verre. Chéniquez-vous qui ont été donc troués. Ve'etif le tochan ever, et qu'on a bouché donc avec du plomb. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dit Rabbi Meir, Métamé, lui, Rabbi Meir, il considère que ce Kéli peut recevoir une Touma, une impureté. Bachachamim, Metaharin, tandis que les Chachamim, eux, disent non. Ce Kéli, on ne peut pas le purifier. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la majorité étant du verre, donc, et que la minorité étant du plomb, on va selon la majorité, et donc le Kéli reste Khourit. Et donc, comme il est comparé au Kéli Heres, à l'ustensile en terre, pour les Chachamim, on ne peut pas le purifier. Alors on va s'arrêter aujourd'hui ici, on prendra le DAF prochain la prochaine fois. Passez une bonne journée, faites attention à vous, ne sortez pas, soyez prudents.